Bonjour et bienvenue dans ce quatrième cours de mécanique dans lequel nous allons nous intéresser aux satellites, au mouvement des satellites et des planètes. Alors nous allons commencer par regarder ce qu'on appelle les lois de Kepler, qui traitent de tout ce qui tourne autour du Soleil, les planètes par exemple. Et ensuite nous allons essayer de mettre en place les équations du mouvement d'objets qui tournent autour de la Terre, donc qui sont satellisés autour de la Terre. Et on se focalisera sur des satellites en orbite circulaire parce que c'est un peu plus simple au niveau des équations. Nous allons utiliser pour ceci, bien sûr, les équations de Newton. Alors, commençons par les lois de Kepler. Il y en a trois, et la première des lois de Kepler, qui s'appelle la loi des orbites, nous dit qu'un objet qui tourne autour du Soleil ne va pas parcourir un cercle autour du Soleil comme on l'a cru à un moment. Il va parcourir ce qu'on appelle une ellipse, comme un cercle un peu aplati. Mais donc, cet objet n'est pas toujours à la même distance du Soleil. Alors quand il est au plus près du Soleil, on dit qu'il est à son périhélie, et quand il est au plus loin du Soleil, on dit qu'il est à son aphélie. Alors l'ellipse se décrit avec deux axes différents, un grand et un petit. On va décrire A, on va appeler A le demi-grand axe et B le demi-petit axe en fait. Et donc vous voyez que le centre de l'ellipse n'est pas la position du Soleil. Le Soleil, en fait, est décentré sur le grand axe. Il est à un point qu'on appelle un foyer. Et il existe un autre foyer de l'autre côté qui est laissé libre. Donc voici la première loi de Kepler. Les objets tournent autour du Soleil en parcourant des ellipses et le Soleil est sur un des foyers de cette ellipse. La seconde loi, qui s'intitule la loi des airs, nous parle en fait de la vitesse à laquelle le satellite tourne autour de l'attracteur central. En fait, la vitesse n'est pas constante. C'est assez simple, on le voit sur l'animation qui est ici. Plus l'objet est près de l'attracteur, plus il va vite. Et quand il s'éloigne, il ralentit. Alors cette loi nous dit en fait que le rayon Soleil-planète balaie des aires égales pendant des intervalles de temps égaux. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Eh bien, si on regarde l'air balayé par le satellite pendant un intervalle de temps égal, vous voyez ici sur l'animation, toutes ces aires sont égales. En fait, quand il est près de l'attracteur, il va vite, mais il n'est pas loin, donc l'air est assez épaisse. Et quand il est loin, il va moins vite, mais il est loin, donc l'air est plus fine, et ces aires, en fait, sont égales. Voici donc la seconde loi des airs. Troisième loi de Kepler, la loi des périodes. Dans cette loi, on va s'intéresser à la période de révolution, c'est-à-dire le temps que met le satellite pour faire un tour autour du Soleil. Alors si on regarde un petit peu toutes les planètes autour du Soleil, si on mesure leur période de révolution, et si on graphe ceci en fonction de la distance du Soleil, donc le demi-grand axe en fait, eh bien on va trouver une relation assez simple entre le carré de la période et le cube du grand axe. En fait, vous voyez, on trouve une proportionnalité, et ceci constitue la loi des périodes. La période au carré, divisée par le grand axe au cube, est une constante pour tout ce qui tourne autour du Soleil. Alors maintenant que nous avons vu les lois de Kepler, nous allons nous intéresser au mouvement circulaire. Alors mathématiquement, avant de poser les équations du mouvement d'un objet. Donc le mouvement circulaire de façon générale. Quand un objet donc tourne autour d'un attracteur central, on peut décrire sa vitesse à différents moments comme ceci. Vous voyez, en fait, il va tourner, donc le vecteur vitesse va tourner aussi. Et on peut s'intéresser à l'accélération aussi. Alors elle peut valoir des valeurs comme ceci. Donc si on veut les équations de la vitesse et de l'accélération, ça va peut-être compliqué si on prend un repère classique. Parce que vous voyez, vu que ça tourne, on va avoir des sinus, des cosinus, des projections et donc des équations compliquées. Donc le truc, c'est de changer de repère et de prendre un repère qui va tourner avec l'objet. Donc voilà les deux axes que nous allons choisir et les deux vecteurs unitaires. Et donc ce repère va tourner avec l'objet en même temps que l'objet. Ce repère est appelé le repère de Fresnel. Il a comme centre l'objet lui-même et comme vecteur unitaire UT et UN. UT comme tangentiel et UN comme normal. Et donc dans ce repère-là, les expressions de V et de A seront beaucoup plus faciles à exprimer. Il n'y aura pas de sinus ou de cosinus. Par exemple, le vecteur vitesse, vous voyez, est toujours suivant UT. Donc les coordonnées du vecteur vitesse, alors il en aura deux, ce sera VT et VN.
eh bien les coordonnées du vecteur vitesse seront la norme suivant v et 0 suivant n. Donc très simple à exprimer, vous voyez. Quant à l'accélération, c'est un peu plus compliqué, on va pas le démontrer, mais le vecteur at, la coordonnée at va valoir la variation de la vitesse en fonction du temps, et la coordonnée an vaudra v2 sur r étant en fait le rayon de ce cercle. Donc voilà, c'est un petit point de maths que nous allons utiliser tout à l'heure. Alors étudions maintenant un satellite qui est en orbite autour d'un attracteur central, par exemple la Terre. Alors peu importe que ce soit un satellite en orbite circulaire ou autre, hein, pour l'instant. Donc nous allons nous placer dans le référentiel géocentrique pour étudier ce mouvement, c'est le plus simple. Hein. Et donc nous allons écrire l'équation à la seconde loi de Newton. Hein. La masse du satellite fois l'accélération du satellite est égale à la somme des forces. Donc il faut faire un bilan des forces sur le satellite. Il y a une seule force sur ce satellite, c'est l'attraction terrestre, la force de la Terre sur le satellite. Donc écrivons ceci. Et qu'est-ce qu'elle vaut cette force? C'est la force gravitationnelle, donc elle vaut la constante gravitationnelle universelle, fois la masse du satellite, fois la masse de la Terre, divisé par la distance au carré entre les deux centres des attracteurs, donc le centre de la Terre et le centre du satellite. Et cette force, elle est dirigée vers la Terre, donc elle est dirigée dans le sens du vecteur unitaire UN qu'on vient de voir précédemment. Donc on peut mettre UN. Ok, bon, très bien, donc l'accélération n'est pas si compliquée à exprimer, vous voyez, et on peut l'écrire comme ceci, ou alors on peut l'écrire dans le repère de Freinet, là, avec ces coordonnées dans le repère de Freinet. Il n'y a pas de composante suivante t, donc ce sera at est égal à 0, et il y a une composante suivante n qui vaut ce qu'on vient de voir. Plaçons-nous maintenant dans le cas d'un satellite en mouvement circulaire. Alors, en mouvement circulaire, qu'est-ce qui change? Rien par rapport à ce qu'on vient de voir, hein, en fait. L'expression de l'accélération d'un satellite en mouvement autour de la Terre est toujours valable, mais en plus, on sait que c'est un mouvement circulaire, donc l'expression qu'on a vue dans le cas des mouvements circulaires doit être aussi valable. Donc ces deux expressions doivent être valables en même temps. Bon, c'est très simple, donc ce AT là vaut la même chose que ce AT là, et ce AN ici vaut la même chose que ce AN ici. Donc écrivons-le et voyons ce que ça implique. Donc ça implique que dv sur dt est égal à 0, dv sur dt est égal à 0, ce qui veut dire que v est égal à une constante, ce qui veut dire que c'est un mouvement uniforme. Donc quand le satellite a un mouvement circulaire, il est uniforme aussi. Donc c'est un mouvement circulaire uniforme. Et puis, la deuxième équation, v2 sur r est égal à gmt sur r2, voilà ce qui est écrit ici, ce qui nous permet de sortir v de cette équation et de calculer la vitesse de ce mouvement uniforme en fonction, vous voyez, de la masse de la Terre et de la distance entre la Terre et le satellite. Continuons notre étude du mouvement circulaire. Et cette fois-ci, on va s'intéresser en fait au temps que met le satellite pour faire un tour autour de la Terre, donc son temps de révolution. Alors on vient de voir l'expression de la vitesse du satellite. La vitesse, c'est une distance divisée par un temps. Alors si on met comme distance un tour complet, 2π fois le rayon, donc c'est la distance correspondant à un tour complet, hein. Le temps correspondant, ce sera le temps pour faire un tour complet, donc la période de révolution. Nous allons garder juste cette partie ici de l'équation et on va essayer d'exprimer t. Alors je vous laisse le faire, c'est pas très compliqué, hein. Vous allez trouver que t est égal à 2π racine de r au cube sur gmt. Donc on peut calculer facilement la période de révolution de ce satellite en orbite circulaire, vous voyez. Alors on peut s'intéresser, on peut modifier un petit peu cette expression-là et on peut faire éliminer la racine carrée en mettant tout ceci au carré. T au carré sera égal à 4π au carré fois r au cube sur gmt. Dans ce cas-là, regardez, on peut écrire que t au carré divisé par r au cube, si on le fait passer ici, sera égal à ceci. T au carré divisé par r au cube, ça doit vous rappeler quelque chose, hein. C'est la troisième loi de Kepler pour une orbite circulaire. Et donc là, on trouve la constante de la troisième loi de Kepler appliquée pour une orbite circulaire, kπ au carré fois gmt. C'est pas très compliqué.